on passe maintenant à la conclusion avec Primavera De Filippi, qui est chercheuse à Harvard et au CNRS. Merci. Donc, ça fait maintenant plus ou moins 2 ans que ma recherche elle se concentre essentiellement sur quelles sont les problématiques juridiques soulevées par les technologies blockchain et aussi sur quelles sont les nouvelles opportunités, notamment en ce qui concerne les formes de gouvernance qui sont de plus en plus distribuées. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de venir présenter l'avenir ou des prospectives sur l'avenir du blockchain. J'ai décidé plutôt de présenter quel est l'avenir de la société, étant donné l'évolution et le développement des technologies blockchain. Donc, il y a notamment 2 questions qui, je pense, sont extrêmement importantes, mais qui me semblent souvent être oubliées dans tous ces débats sur les technologies blockchain. Donc, j'espère de ne pas me répéter parce qu'effectivement, donc Philippe et Yves, ils ont plus ou moins traité du sujet. Mais une question importante qui, je pense, est fondamentale, c'est l'idée qu'on parle beaucoup de cette technologie donc trustless. Je ne sais pas du tout comment on traduit ça en français, mais donc l'idée que les technologies blockchain, ils éliminent complètement le besoin qu'il y ait une confiance entre les individus qui interagissent les uns avec les autres, ou qui éliminent même le besoin de l'intermédiaire de confiance. Et cela, évidemment, a beaucoup d'avantages en ce qui concerne donc les applications financières, puisqu'on peut maintenant faire des échanges commerciaux avec des individus que l'on ne connaît pas et donc que l'on ne fait pas confiance, de façon complètement décentralisée et sans avoir besoin d'une autorité ou d'un opérateur centralisé qui va contrôler que cette transaction, effectivement, elle est correcte. C'est aussi extrêmement avantageux pour tout ce qui est de l'Internet des objets, donc notamment la capacité pour les individus de rentrer dans des transactions non seulement avec d'autres individus, mais aussi avec des dispositifs intelligents ou avec des logiciels qui se trouvent sur le blockchain, ainsi que, peut-être encore plus intéressant, la capacité pour des dispositifs ou des appareils intelligents de communiquer et de rentrer dans des échanges les uns avec les autres sans besoin en fait d'aucun type d'intervention humaine ou donc d'opérateurs centralisés. Mais le problème, c'est que très souvent, en fait, pour la plupart des interactions sociales ou des relations humaines qu'on a, en fait, souvent, on a envie de confiance. Donc, c'est vrai que la technologie trustless, ça apporte énormément d'avantages, mais lorsque je vais, par exemple, dans un Airbnb ou lorsque je prends un Uber, il ne s'agit plus tout simplement donc d'une transaction financière où tout ce qui m'intéresse, c'est que l'argent qui m'est dû, je le reçois, mais je veux aussi savoir exactement avec qui j'interagis, ou en tout cas, je veux savoir que je peux faire confiance à la personne avec qui j'interagis. Et donc, plus on se déplace en fait vers cette technologie qui devient de plus en plus trustless, donc on déplace vraiment le concept de confiance sur la technologie elle-même, alors il devient de plus en plus nécessaire pour pouvoir utiliser la technologie blockchain sur des applications qui sont des applications plus sociales ou qui impliquent des relations humaines et donc des organisations. On a besoin de développer une nouvelle couche, un nouveau protocole au-dessus de cette technologie qui va donc permettre de gérer les relations humaines et donc de réintroduire une couche de confiance au-dessus de cette technologie qui est trustless. Donc c'est pour cette raison que donc j'ai fondé avec des collègues cette initiative donc Backfeed, que Philippe a un petit peu présenté les concepts sous-jacents. Et l'idée avec Backfeed, c'est donc de créer ou d'élaborer un protocole pour un système opératif social. Donc, s'il est vrai que donc, Ethereum, c'est soit un ordinateur décentralisé, soit c'est un système opératif décentralisé sur lequel on peut déployer des applications, il faut aussi développer un système opératif pour la socialisation, pour l'interaction des humains qui utilisent ces plateformes. Donc, la Backfeed utilise donc un système de réputation qui permet donc de créer un système de gouvernance décentralisé basé sur des dynamiques d'influence fondées sur la méritocratie et un mécanisme de création et de distribution de la valeur qui dépend donc de la valeur qui a été effectivement apportée par les individus au sein d'un projet ou d'une organisation.
Et donc, lorsqu'on développe ce protocole, actuellement, c'est vraiment, donc, on est encore en train vraiment de le développer. Donc, actuellement, il n'y a pas vraiment d'organisation décentralisée. Ce sont juste des idées ou des prototypes. Et l'idée vraiment, c'est de réussir de créer des organisations qui sont sur cette technologie, une infrastructure qui, elle, est décentralisée. Mais en fait, le bénéfice d'une technologie décentralisée n'existe que si on arrive à déployer au-dessus un système de gouvernance qui lui aussi est décentralisé. Sinon, on a une architecture décentralisée qui est basée sur un système centralisé, et donc le potentiel de la technologie ne peut pas être exploité. Donc l'idée de ces organisations collaboratives décentralisées, c'est vraiment de se baser sur l'optique open source, mais d'y injecter un système donc, de gouvernance et un système économique de récompense pour inciter plus de personnes à collaborer, et donc de se déplacer au-delà de la simple idéologie pour un projet open source, mais de créer un incentive économique, de permettre donc de rentrer à l'échelle et de rentrer vraiment en compétition avec les projets actuels, donc Facebook, etc. Donc, on peut voir un petit aperçu donc, de l'évolution de la forme organisative. Donc, dans le passé, une forme très monolithique ou presque monopolistique de l'organisation qui est basée sur un opérateur central qui va fournir un service à ses utilisateurs. Et on voit aujourd'hui donc une modification de la forme d'organisation qui est basée plus sur une optique de crowdsourcing. Donc l'opérateur central n'est plus vraiment celui qui fournit le service, mais c'est plutôt celui qui agrège et qui coordonne la contribution des individus, mais qui va en fait, en fin de compte, extraire la valeur pour lui-même. Et donc, si on regarde vers le futur, donc des nouvelles formes d'organisation qui sont basées sur le blockchain et qui, elles, vont éliminer la figure de l'intermédiaire et qui vont permettre donc à des individus de se coordonner de façon décentralisée et donc de coopérer pour fournir un service qu'ils vont bénéficier eux-mêmes. Donc ça, c'était mon premier point. Donc c'est vraiment l'idée qu'il faut penser au blockchain au-delà vraiment donc de ces applications financières, de l'Internet des objets, etc. Mais il faut essayer de comprendre comment est-ce qu'il peut être utilisé pour favoriser des formes d'organisation différentes et que pour cela, il est vraiment nécessaire de réfléchir et de trouver ce nouveau système de gouvernance qui est absolument fondamental pour que ces applications décentralisées elles deviennent adoptées de façon massive. Le deuxième point, c'est un point qui est plus connecté à mes recherches juridiques, et c'est donc l'idée que ces applications décentralisées collaboratives peuvent aussi se développer ou être utilisées de façon beaucoup plus autonome, c'est-à-dire qu'on élimine non seulement la figure de l'intermédiaire, mais on élimine aussi la figure des administrateurs. Et donc ces organisations autonomes, elles sont gérées en fin de compte tout simplement par des logiciels qui sont sur le blockchain, qui sont indépendants de toute intervention humaine, donc qui opèrent selon de logiques purement logicielles et qui sont autosuffisantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer les ressources nécessaires à leur propre survie, donc à payer le loyer sur le blockchain. Et donc, ces organisations, d'un point de vue juridique, elles soulèvent deux problématiques extrêmement intéressantes. D'un côté, c'est la question de la responsabilité et de l'autre, c'est la question de la régulabilité. Donc, il s'agit donc de savoir qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'une de ces organisations autonomes est utilisée ou a été élaborée pour des finalités illicites. Donc, qui est responsable pour les activités d'une organisation qui, en fait, n'a pas d'opérateur, n'a pas d'administrateur? Donc, évidemment, une intuition très correcte serait de dire qu'effectivement, c'est les personnes qui ont créé, qui ont élaboré le logiciel qui devraient être coupables pour ces activités. Le problème, c'est que d'un côté, très souvent, en fait, les personnes qui vont déployer ce type d'organisation vont le faire de façon anonyme, donc c'est difficile d'identifier qui est effectivement le créateur. Mais deuxièmement, et c'est peut-être plus grave, c'est que même si on arrive à identifier qui sont les personnes qui ont créé ces applications, et donc peut-être de les incriminer, cela ne va pas permettre de bloquer ou de stopper les opérations de ces organisations sur le blockchain qui opèrent, elles, de façon complètement autonome. Et donc, cela nous rapporte un petit peu dans le passé, donc presque il y a 20 ans, lorsque John Perry Barlow, qui est fondateur de l'IFF et qui est un grand promoteur des libertés civiles sur Internet, qui a rédigé la déclaration de l'indépendance du cyberespace et qui disait donc que l'Internet, il a créé un nouvel environnement qui opère selon de logiques complètement différentes du monde physique et que les États n'ont donc pas le droit, et d'ailleurs n'ont plus la capacité, d'imposer leur propre souveraineté au-dessus de ce nouvel espace.
Donc évidemment, on a bien vu que John Perry Barlow s'est trompé et que l'Internet, qui était auparavant perçu comme un outil de libération qui permettrait la liberté d'expression et l'émancipation individuelle, aujourd'hui est effectivement utilisé comme un outil de surveillance et de contrôle, aussi bien par les gouvernements que par les entreprises privées. Mais les mêmes... excusez-moi, c'est pas lu. Les mêmes promesses qui étaient soulevées par John Perry Barlow sont réitérées aujourd'hui avec notamment l'apparition donc, de Satoshi Nakamoto et donc, du groupe de cypherpunks qui vont en fait revendiquer la technologie Bitcoin et le blockchain comme une nouvelle technologie de libération qui permettrait à nouveau d'échapper aux règles et à la régulation des États. Et donc, en effet, encore plus que sur Internet, en fait, le code fait désormais vraiment effet de loi. C'est-à-dire que non seulement on peut dicter quelle est l'architecture qui nous entoure, mais en fait, on peut maintenant créer des relations contractuelles, on peut créer des nouveaux cadres techno-juridiques qui sont indépendants du monde physique. Et donc, il devient vraiment la question de la régulabilité devient extrêmement complexe puisque le code devient beaucoup plus apte à réguler les comportements que le droit à réguler ce code. Et donc, cela nous rapporte à une discussion donc, des années 90 avec Lawrence Lessig qui revendiquait à l'époque donc, que les dynamiques de l'environnement numérique posent des questions et a des spécificités telles qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, d'appliquer par analogie les règles du droit traditionnel sur l'environnement numérique et qu'il fallait au contraire élaborer un nouveau cadre juridique qui soit spécifique à l'environnement numérique, donc la loi du cyberspace. Et donc à l'époque, ces revendications semblaient tout aussi ridicules que l'idée de créer un cadre juridique spécifique pour le cheval, au lieu plutôt d'appliquer donc le droit des télécommunications, le droit à la vie privée, le droit de la propriété intellectuelle à l'environnement numérique. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des questions semblables, c'est-à-dire que la technologie du blockchain, effectivement, a des spécificités telles qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui d'appliquer le droit traditionnel à ces nouvelles technologies, puisque le droit traditionnel a été conçu pour un environnement complètement différent. Et c'est tout d'autant plus important puisque on est aujourd'hui vraiment à l'essor de cette technologie. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas dans quelle direction il va. On est encore en train d'explorer les potentiels, on ne connaît pas encore tous les dangers. Et donc, il y a un risque assez important à réguler la technologie aujourd'hui avec des règles traditionnelles qui pourraient, en fait, d'une certaine façon, limiter ou même éliminer le potentiel de cette technologie. Et si on regarde comment les législations qui sont en train d'être élaborées ou qui ont déjà été adoptées dans certains pays, on peut remarquer que, en effet, le blockchain n'est pas du tout perçu comme être un unicorne, donc comme une technologie nouvelle qui permettrait de réaliser des choses qui n'étaient pas possibles auparavant, mais c'est plutôt perçu comme une ornithorynque. Donc, c'est une technologie que l'on ne comprend pas vraiment, qui ne ressemble un petit peu à rien, mais qui ressemble à plein d'autres choses qu'on connaît un petit peu. Donc, le blockchain peut être perçu un petit peu comme une monnaie avec Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Il peut être perçu comme un titre, comme une action avec des organisations décentralisées. Il peut être perçu comme des coupons ou comme un bien avec une valeur ajoutée, etc. Et donc, ça rend extrêmement difficile pour des opérateurs, des entreprises ou des startups notamment, d'opérer dans cet espace puisque, en fait, ils se retrouvent submergés par toutes ces régulations qui les touchent en même temps. Et ça devient extrêmement coûteux et difficile donc de respecter toutes les formalités qui sont demandées. Donc, c'est donc pour cette raison, donc, avec quelques collègues, on a créé cette organisation qui s'appelle Koala, qui est aujourd'hui un chapitre du W3C en ce qui concerne donc, le développement de standards technologiques et qui est une coalition dynamique au sein du Forum international sur la gouvernance d'Internet pour tout ce qui est de l'élaboration de normes et de règles qui permettraient donc une meilleure gouvernance et régulation de ces technologies. Donc l'idée avec Koala, c'est qu'on doit s'éloigner en fait de cette vision du blockchain comme quelque chose qui existe dans son monde, complètement indépendant du reste du monde, mais au contraire, il faut adopter une approche plus réaliste en fait et de comprendre que le blockchain, il est complètement interdépendant, qu'il existe dans un écosystème qui est extrêmement complexe
et que la seule façon de vraiment comprendre comment avancer aussi bien du point de vue technique que juridique, c'est de mieux étudier l'écosystème et de collaborer avec tous les acteurs qui ont une partie prenante avec cette technologie pour identifier quelle est la meilleure route à suivre. Et donc, l'idée aussi, c'est donc on veut essayer de casser cette espèce de cercle vicieux où on a des nouvelles technologies qui sont des technologies de libération ou disruptives qui échappent à la régulation et qui va donc porter en fait le droit à être réformé et à devenir de plus en plus strict pour réussir à s'emparer de ces nouvelles technologies, et ce qui va à son tour encore pousser la technologie à s'échapper encore plus, à devenir encore plus décentralisée et disruptive. Et donc on a ce cercle vicieux qui commence, et l'idée au contraire c'est essayer de casser ce cercle et de comprendre que le blockchain bien sûr peut être un outil qui permet d'échapper au droit comme l'internet et comme beaucoup de technologies, mais ça peut être aussi un outil qui est extrêmement utile et qui peut soutenir ou qui peut accompagner le droit, notamment qui peut permettre une plus grande transparence dans le gouvernement, qui peut permettre d'optimiser les entreprises ou l'administration publique, et qui peut permettre en fait de développer une nouvelle société qui est beaucoup plus collaborative plutôt que compétitive. Et donc pareil, comme disait Yves, donc il est extrêmement important de comprendre que le code c'est de la politique et que bien que beaucoup de développeurs s'échappent en fait de ces problématiques en disant tout simplement qu'ils développent une technologie de general purpose qui n'a pas de finalité en soi, il est extrêmement important de comprendre que les décisions techniques qui sont prises aujourd'hui, elles vont avoir un impact extrêmement important sur la société. Et on peut se diriger aussi bien dans un système, donc la technologie du blockchain peut à la fois servir comme une technologie de libération, d'émancipation, etc. Mais en même temps, elle peut très bien être reprise par les pouvoirs actuels pour renforcer en fait le cadre économique, social et politique d'aujourd'hui. Et donc, pour conclure, donc, je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on reconnaisse et qu'on commence à réfléchir sur les implications éthiques de cette technologie qui sont vraiment souvent oubliées. Donc, il s'agit de comprendre qui va effectivement bénéficier de cette technologie, de comprendre qui va pouvoir la contrôler, qui va avoir accès à cette technologie, quels sont les rapports de force qui vont se développer, donc quels sont les acteurs dont les intérêts vont être renforcés ou plutôt les acteurs qui vont s'affaiblir face à cette technologie. Et notamment ce qui est donc de la justice et de l'égalité, est-ce que cette technologie va effectivement permettre la création d'une société plus décentralisée, plus égalitaire et plus juste, ou bien au contraire, est-ce qu'elle va renforcer les écarts qui existent aujourd'hui entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas? Et donc je conclus juste avec cette citation pour dire que nous sommes vraiment aujourd'hui à un moment crucial et que les décisions qui seront prises aujourd'hui sont les décisions qui vont vraiment déterminer le futur de cette technologie. Et c'est le futur de cette technologie qui va définir l'avenir de notre société. Merci.